Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Pour ce nouveau numéro, je reçois un acteur politique, analyste, chroniqueur. Bon, en fait, il touche à tout. Il se présentera. Avec lui, nous discuterons du panafricanisme d'hier à aujourd'hui et voir dans quelle mesure on peut parler du panafricanisme au regard des actions que le président Talon mène ici au Bénin. Chers invités, merci d'être présents sur ce plateau. Merci beaucoup Akilou. Je me nomme Essotike, juste Agnoro. Essotike parce qu'on parle du panafricanisme. Et Essotike en langue lopa, ça veut dire compter sur Dieu seul. Alors je suis philosophe et psychanalyste de formation. J'ai travaillé aussi dans une ONG avec les groupements de femmes et j'ai été chargé de mission du président Moretti à la HAC. Et ça veut dire que, bon, je fais beaucoup de choses, acteur politique, chroniqueur foot. Alors, chers invités, qu'est-ce qu'on peut comprendre du panafricanisme au regard de tout ce qu'on entend par-ci, par-là? C'est quoi le panafricanisme? Le panafricanisme, étymologiquement, vient de pan. Pan, en grec, ça veut dire tout. Et Africa, et vous sentez bien, l'Afrique. Donc, le panafricanisme, c'est cette conscience que les Africains développent afin de pouvoir prôner l'unité, afin de pouvoir mener une lutte pour leur libération. Vous savez que l'Afrique a connu les pires tragédies de l'humanité. Nous avons connu l'esclavage, nous avons connu la colonisation et aujourd'hui, il y a aussi la néocolonisation. Donc, le panafricanisme, c'est ce mouvement qui permet d'instaurer la pensée décoloniale, qui permet de nous affirmer en tant qu'Africains. Donc, voilà un peu l'esprit qui gouverne la question du panafricanisme. Et qui sont ceux qu'on peut prendre comme les pionniers de ce panafricanisme? Et le panafricanisme vient de Dubois, qui est un noir américain. Nous avons une grande figure, quand même, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah qui a été le président du Ghana. C'est lui qui a vraiment donné le top en matière de panafricanisme. Il y a d'autres figures comme Marcus Garvey. Et il y a eu donc une pensée qui a gouverné la façon de fonctionner de ces leaders-là afin que les Africains puissent prendre conscience de leur dignité, de leur affirmation. Donc, principalement, nous pouvons reconnaître que Dubois a fait un travail remarquable. Il est d'ailleurs mort au Ghana. Donc, Dubois a fait un travail remarquable afin que les Africains puissent s'affirmer. Il dit qu'il porte le sang noir et il en est fier. Donc, c'est cette fierté qui est le socle même de ce qui doit constituer le substrat de notre engagement en tant qu'Africains fiers. Vu que ce sont des gens qui sont déjà partis, que je prends Thomas Sankara, parce que lui-même, on l'identifie par rapport au panafricanisme, Julius Nyerere, et puis voilà, Lumumba aussi. Voilà, Lumumba qui est aussi une figure de proue au niveau de l'Afrique centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est l'utilité de ce panafricanisme aujourd'hui? Parce que ce sont des figures qui sont déjà passées, on dirait. Je pense qu'ils ont fait un travail remarquable pour que les Africains puissent retrouver en eux ce qui constitue leur responsabilité dans le monde. Donc, lorsque vous citez des figures comme Thomas Sankara, nous savons que Thomas Sankara travaillait pour que nous puissions compter sur nos propres forces. Donc, il y a une question d'endogénéité. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons? Et c'est important lorsqu'on parle de panafricanisme. Vous avez parlé de Julius Nyerere qui a prôné le socialisme africain. Donc, il voudrait, à travers nos pratiques africaines,
il voudrait nous montrer que nous avons les ressources et les ressorts pour pouvoir avancer et faire développer l'Afrique, non pas en étant extraverti, non pas en étant aliéné, mais en puisant dans ce que nous avons et surtout dans ce que nous sommes. Donc, nous avons Kwame Nkrumah qui a poursuivi sa lutte et qui est devenu même le président du Ghana, qui a travaillé pour que l'Afrique puisse s'unir. Et il a écrit même un ouvrage, Africa Must Unite. Alors, cet ouvrage nous permet de savoir que c'est dans l'unité que nous allons parvenir à nous affirmer en tant qu'Africains. Comme dit Abdoulaye Wade, quand on est seul dans l'obscurité, on a peur. Mais quand vous êtes deux dans l'obscurité, vous pouvez vous entraider et vaincre la peur. Alors, dans cette obscurité de l'Afrique, Kwame Nkrumah pense que nous devons nous unir afin de pouvoir aller à la sortie de la caverne et contempler la lumière du développement. Alors, aujourd'hui, nous voyons qu'ils ont posé les bases. Aujourd'hui, nous avons encore ce relent. Mais est-ce que ce qu'ils faisaient, on doit adopter ça entièrement ou aujourd'hui, nous devons apporter notre touche spécifique afin de donner au panafricanisme un élan particulier? Là se trouve la grande question. Mais ils ont posé des bases fondamentales dont on a besoin aujourd'hui pour se propulser. Voilà qu'aujourd'hui, on remarque dans l'actualité de jeunes pionniers qui se prennent pour des pionniers comme Kémy Séba et autres. Est-ce que ces figures-là prônent réellement ce panafricanisme-là d'essence? Je trouve que Kémy Séba jouit d'un grand prestige au niveau international. C'est un lanceur d'alerte. Alors, il a commencé son combat. Et ce combat, il a commencé non pas en étant en Afrique, il est né à Strasbourg, en France. Et c'est en France qu'il a commencé ce combat. Et ça a un intérêt. Le panafricanisme est né hors d'Afrique. Et c'est après qu'on a travaillé avec les réflexions de Dubois, avec Marcus Garvey, on a travaillé pour que nous puissions organiser un retour afin de pouvoir libérer l'Afrique, un retour sur le continent. Il a même eu le concept « Comeback to Africa ». Alors, ce concept nous amène à savoir que le panafricanisme est né hors d'Afrique. Et Kémy Séba est né hors d'Afrique. Le sentiment d'appartenance est grand lorsqu'on est hors de son continent. Et on remarque bien que la diaspora joue un rôle important. Bon, là ne se trouve pas le débat. Mais est-ce que le fonctionnement de Kémy Séba est adéquat? Aujourd'hui, nous savons qu'il est en train de pourfendre son pays, le pays qu'il compte aujourd'hui diriger. Il est en train de livrer ce pays à nos ennemis, si on peut ainsi parler. Mais cela est scandaleux. Et je me demande quel est ce type de panafricanisme qui pourrait nous conduire à une traîtrise, à une trahison par rapport à notre pays. Et les dénonciations qui sont faites sont particulièrement graves. Et nous voyons que Kémy Séba doit, s'il veut continuer avec le panafricanisme, doit réorienter sa lutte. Nous l'avons vu, il était au Bénin. On a vu tout ce qu'il a connu dans les autres pays. Il a été renvoyé de la Côte d'Ivoire, il a été renvoyé du Burkina Faso. Il a la nationalité béninoise, il est du Bénin. Il est venu, il s'est installé au Bénin. Et il a même créé une entreprise, Panaf, je crois. Alors, je ne sais pas s'il n'aime pas la quiétude, mais à un moment donné, nous avons remarqué qu'il travaillait à briser la cohésion sociale. Et on se demande quel est ce panafricaniste qui travaille à pouvoir organiser ses ennemis afin de descendre son pays dans le précipice. Et c'est là que la grande question se pose. Donc moi, je parle à son niveau de panafricanisme du vacarme, du panafricanisme des larmes. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, on a un président qui nous invite à la responsabilité. Et ça, c'est le panafricanisme auquel je voudrais inviter chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque Africaine et chaque Africain. Nous allons arrêter de faire du bruit. Nous allons travailler en silence, savoir que ce que nous avons, c'est à nous de pouvoir transfigurer cela, de pouvoir transformer cela et le révéler au monde. Donc, au niveau
de Kémy Séba, il est problématique de parler de panafricanisme. On assiste à un panafricanisme hors sol parce qu'en définitive, on ne sent pas un enracinement approprié par rapport à ce panafricanisme. Je pense qu'aujourd'hui, Kémy Séba doit se remettre en cause et savoir que le panafricanisme, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, comme on le dit. Le panafricanisme, c'est quelque chose qu'on adopte, c'est une dignité qu'on porte. Est-ce que ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes un soutien indéfectible de la mouvance que vous trouvez que ce qu'il fait n'est pas du panafricanisme? Je vais vous surprendre. J'ai travaillé quelque temps avec Kémy Séba. Parce que moi, les convictions panafricaines se sont enracinées en moi lorsque j'ai suivi une conférence à Strasbourg, la ville où il est né. Voilà, j'ai eu à rester dans cette ville, cette belle ville de la France, Strasbourg, et j'ai suivi une conférence sur le franc CFA, où on montrait que le franc CFA crée une servitude au niveau des Africains. Donc, il y a une souveraineté monétaire qu'on doit avoir lorsqu'on parle de panafricanisme. Donc, il y a cette servitude que crée le franc CFA et cette servitude monétaire devient une servitude volontaire chez les Africains. Pourquoi volontaire? Volontaire parce que nous n'avons pas vraiment posé les grandes questions par rapport au franc CFA. Et le professeur Agboou, il est ivoirien, a fait un travail remarquable sur la question du franc CFA pour montrer que ce franc CFA, c'est encore un outil qui nous esclavagise. Mais aujourd'hui, nous parlons de panafricanisme, ça veut dire que nous devons trouver les instruments de notre libération. Et pour se libérer, il nous faudrait répudier le franc CFA, il nous faudrait pulvériser le franc CFA. Alors, lorsque il a abordé cette lutte contre le franc CFA, alors je me suis mis à ses côtés. Mais je me suis rendu compte dans le processus qu'il s'agissait d'un panafricanisme opportuniste. Or, l'opportunisme, ça ne dure pas. L'opportunisme périclite à un moment donné. On fait les choses par conviction. Alors, au moment où nous travaillons à l'intégration africaine, sous-régionale, nous remarquons qu'il récite tout le temps Russie. Nous remarquons qu'il récite tout le temps Venezuela. Alors que nous devons réfléchir aux mécanismes qui doivent permettre aux pays africains d'avoir une solidarité active. Mais au contraire, lorsqu'on voit qu'il a parcouru les pays de l'AES, on sent que c'est plutôt la division. Qui est ce panafricain qui prône la division alors qu'on est à la recherche de l'unité sacrée? Alors nous nous rendons compte qu'il s'agit véritablement d'une situation qui compromet les fondements même du panafricanisme. Et aujourd'hui, nous nous disons qu'il faudra avoir un panafricanisme rénové, pragmatique, stratégique. Et ce panafricanisme, je pense qu'on le trouve en plein déploiement au Bénin. Comment ça, en fait? Vous avez parlé, en fait, qu'il y a un panafricanisme qui se développe au Bénin. Comment cela se lie à travers les actions du président Talon? Parce que je sais que c'est de lui que vous parlez. Nous savons que le président Patrice Talon, quand il a pris le pouvoir, il a posé des actes forts. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte. Quand il y avait le conflit entre Bolloré et Simon Aoré d'Ossou, alors nous voyons qu'il a demandé que Bolloré respecte les décisions de justice du Bénin. Parce qu'à un moment donné, on se rendait compte qu'il y avait le colonialisme qui continuait d'envahir encore notre justice. Mais il a demandé que la décision prise par la justice béninoise soit respectée et qu'on donne à Simon Aoré ses pleins droits. Il a posé cet acte. Il y avait une situation au niveau de Air France, une situation rocambolesque au niveau de Air France, mais il a dû demander à la responsable de Air France de repartir. Ce sont des actes forts. Lorsque nous voyons la diplomatie qu'il a mise en place
pour le retour de nos biens culturels. Les 26 œuvres. Les 26 œuvres, c'est un acte fort. Nous aussi, nous voulons admirer nos héros chez nous. Et cela a un avantage. Lorsque les enfants sont allés à la présidence pour admirer les œuvres, ces enfants, vous savez ce que ces enfants ont vécu? Il y a eu une décolonisation mentale au niveau de ces enfants-là. Nous avons la statue de l'Amazone, parce que le symbole est important lorsqu'on parle de panafricanisme. Nous avons la statue de l'Amazone. Cette statue de l'Amazone, lorsque tu conduis ton enfant là une fois, moi, ma fille l'a fait, elle demande souvent à repartir voir la statue de l'Amazone. Parce que là, l'Amazone incarne une femme forte. Et aujourd'hui, il faut inculquer à nos enfants le fait d'être des personnes décomplexées. Et c'est aussi ça, le panafricanisme. Et le président Patrice Talon s'est attelé à cela. Nous voyons tout ce qui est sur le mur du port, où on vante nos héros. Ça, c'est un élément important par rapport à notre panafricanisme. Vous voulez parler des graffitis? Des graffitis, où on vante nos héros. C'est un élément fort pour le panafricanisme. Et le président Patrice Talon lui-même a pratiqué le pèlerinage du panafricaniste en allant dans les Antilles, en allant au Brésil. Et aujourd'hui, il demande aux afro-descendants de faire les formalités s'ils veulent prendre la nationalité béninoise. Donc, il donne rendez-vous aux afro-descendants en Afrique. Et c'est cela que Marcus Garvey visait. Mais il y a eu beaucoup de problèmes sur son itinéraire. Mais il faut éviter les erreurs que les anciens ont commises. Marcus Garvey, c'est qu'il parlait beaucoup. Thomas Sankara, il parlait beaucoup. Patrice Lumumba, il parlait beaucoup. Mais au niveau de Patrice Talon, il donne la parole aux actions. Il me semble que c'est ceux qui parlent beaucoup qui attirent plus. Parce que quand on prend les pays de l'AES aussi, on voit que ces dirigeants-là qui parlent beaucoup et qui attirent. Et c'est là-bas que Kémy Séba a la côte. Il y a Chinois Achebe qui dit qu'on n'a rien à craindre de quelqu'un qui crie. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en train de crier. La politique vit de communication. Mais ce qu'on doit aussi apprendre en politique, c'est que la communication peut être silencieuse. On peut ne pas parler et faire parler ses actions. Et c'est ce que le président Patrice Talon a fait pendant un long moment. C'est aujourd'hui que la communication est devenue intense par rapport à ce que nous vivons. C'est aujourd'hui qu'il prend la parole. Et c'est vrai que prendre la parole, comme disait le professeur Cheikh Diallo du Sénégal, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Donc aujourd'hui, il prend la parole pour nous montrer que c'est lui qui est en train de nous présenter le panafricanisme rénové qu'on attend. Alors, comme tu l'as dit, les prises de parole sont importantes, mais aujourd'hui, il prend la parole à travers la bonne gouvernance. Et il a dit une fois, il veut que nous puissions nous responsabiliser, que nous arrêtions d'accuser tout le temps le colonisateur, parce que nous avons aussi nos colons noirs. Nous avons parmi nous des gens qui sont adeptes de la corruption endémique. Et il a travaillé à pouvoir vaincre cette corruption-là. Et c'est cela aussi être panafricain, aimer son pays et travailler pour asseoir la gouvernance appropriée. Et nous voyons ça à travers tout ce qu'il fait. Donc je reviens sur la question des afro-descendants qui sont appelés à venir apporter leur expertise au Bénin. Mais avant ça, le visa accordé à tous les Africains. Quand tu es africain, tu prends tes affaires et tu viens. Moi, j'ai une amie congolaise en Belgique, elle n'a pas la nationalité belge, mais elle occupe un grand poste, elle est panafricaniste et elle ne veut pas prendre la nationalité belge. Elle est là depuis plusieurs années, mais elle souhaite venir au Bénin. Elle dit, qu'est-ce que j'ai à faire? Elle dit, tu n'as pas la nationalité, tu prends tes affaires et tu viens. C'est comme ça se passe. Si tu as la nationalité africaine, tu débarques au Bénin. Et ça, c'est une grande richesse. On a eu des responsables aujourd'hui. Le DG Anat, il est africain. Il n'est pas du Bénin. On a vu au niveau de l'Assemblée nationale, l'architecte qui a conçu, c'est un Burkinabé, Francis Kéré. Nous avons vu au niveau de la cité ministérielle, ce sont des Ivoiriens, Kofi Diabaté. Alors, il y a des actes qui sont posés afin d'éviter
d'avoir un panafricanisme qui hurle. Il faut aujourd'hui un panafricanisme silencieux qui puisse conduire chaque Béninoise et chaque Béninois vers la prospérité pour la postérité. Vous avez parlé de l'ANAT, du DG ANAT, il y a aussi le DG ANIP. Maintenant, au niveau des Béninois, on prend ces dirigeants-là, ou bien ces DG qu'on nomme, ces étrangers-là qu'on nomme comme une faiblesse au niveau du Bénin. Est-ce que c'est réellement le panafricanisme rénové qu'on ne comprend pas, que Patrice Talon prône à travers ces nominations? Et je vais utiliser un terme de Léopold Sédar Senghor. Il dit enraciné et ouvert. Lorsque quelqu'un craint pour son ouverture, ça veut dire que la personne n'est pas profondément enracinée. Et donc, le président nous montre aujourd'hui que les Africains ne sont pas des étrangers. Et il nous montre que les frontières doivent être pulvérisées. Il montre qu'on doit bannir les frontières. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre avec ces directeurs qui viennent du Rwanda, qui viennent peut-être de la Côte d'Ivoire. Sur certains domaines, nous avons beaucoup à apprendre. Est-ce que c'est facile à accepter ces étrangers-là à la tête, quand on sait que certains veulent ces postes aussi? Ce qui est difficile n'est pas impossible. Alors, ce n'est peut-être pas facile, mais ce n'est pas impossible que nous puissions à un moment donné collaborer. Et à part quelques couacs qu'on a pu relever, nous avons senti quand même que ces Africains qui ont travaillé avec nous nous ont montré une trajectoire acceptable. Et nous prenons la douane aussi, l'ancien DGA, il est sénégalais et il est même allé aux élections au Sénégal. Ça veut dire que le président, comme il a dit, il n'a peut-être pas le talent, mais il a le talent de détecter les talents. Et donc, nous avons ce devoir de cultiver l'humilité qui nous conduit à scruter chez les autres ce qu'ils ont de grand, ce qu'ils ont de majestueux. Pourquoi ce panafricanisme rénové de Talon n'impacte pas du côté aux alentours? Oui, parce que ce panafricanisme échappe au populisme. C'est un nouveau type de panafricanisme que le président Patrice Talon est en train de conduire dans notre façon de faire au Bénin. Et ça échappe véritablement à ceux qui sont populistes, à ceux qui veulent parler pour parler, ceux qui veulent parler pour ne rien faire. Alors, le président veut travailler à nous montrer que le panafricanisme doit retrouver un autre cheminement. Nous avons vu que nos héros, on les a perdus. Nous avons vu Patrice Lumumba, nous avons vu comment il est parti, parce que lui, il dénonçait. Nous avons vu Thomas Sankara, il dénonçait. Nous avons vu Kwame Nkrumah, c'est un coup d'État qui l'a fait partir. Alors, mais est-ce que nous allons continuer à adopter ces méthodes, même si ces méthodes sont nobles? Alors, ils ont tracé les sillons. C'est à nous aujourd'hui de développer notre intelligence. Et le président Patrice Talon repose sur quelque chose d'important qu'on appelle la complexité en philosophie. On parle de la complexité. La complexité, c'est le fait de savoir jouer en utilisant les antagonismes. Tu es dans un milieu où c'est difficile, où ça te cogne de partout. Mais c'est à toi d'avoir l'intelligence pour savoir ce que tu peux prendre au niveau des antagonistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui au Bénin, on ne crie pas Russie, Russie. On ne crie pas États-Unis, États-Unis. On ne crie pas France, France. Mais nous travaillons à voir ce que nous pouvons prendre pour que les gens respectent notre dignité. Et c'est ça qu'on appelle la complexité. Et on parle de la pensée complexe. C'est un penseur français qui développe ça et qu'on appelle Edgar Morin. Et aujourd'hui, je pense qu'au Bénin, il y a cette complexité qui se joue. Et complexité, ça ne veut pas dire forcément difficile. Complexité veut dire ici interconnecté, interdépendant. Donc nous sommes dans un réseau et nous devons travailler pour ce réseau. Nous avons réclamé au niveau de l'Afrique notre souveraineté, mais nous continuons de dialoguer avec les Émirats. Nous continuons de dialoguer avec les Russes. Mais ça veut dire que la souveraineté, ce n'est pas l'indépendance totale. Cette indépendance se nourrit aussi d'interdépendance parce que nous sommes dans un circuit. Le président Talon a dit que l'aide au développement ne développe pas les pays africains. Donald Trump, qui est arrivé il y a quelques semaines du côté des États-Unis, a commencé par suspendre ses aides. Comment analysez-vous cette politique au regard de ce que Talon prône aussi?
Oui, l'économiste Dambisa Moyo, elle est zambienne. Elle a aussi parlé du cancer qu'elle aide au développement. Mais je dois dire que nous devons être lucides devant l'aide. C'est ce que je peux dire. Et je comprends les propos du président Patrice Talon. Vous vous souvenez, il est allé en Norvège. Et quand il est arrivé en Norvège, il avait eu un discours particulièrement chatoyant en Norvège. Et ils ont demandé à nous soutenir. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, c'était en 2018, je crois. Il leur a dit non. Attendez, observez comment nous allons gérer notre pays. Observez comment nous concevons notre gouvernance, comment nous sommes responsables de ce que nous avons. Observez ça, comment nous luttons contre la corruption. Observez ça, et c'est après que nous allons nous donner rendez-vous pour le soutien à nous accorder. Ça, c'est déjà un pas important. Ça veut dire que au cœur de l'aide, nous devons avoir la dignité. Nous devons avoir l'espace aseptisé. L'espace doit être nettoyé pour accueillir l'aide. Donc, le président Patrice Talon, il ne refuse pas forcément l'aide, mais il prépare la calebasse. Il rend propre la calebasse pour que cette aide atterrisse dans un milieu où on va bien gérer l'aide. L'aide qui viendra au niveau de la calebasse. L'aide qui viendra au niveau de la calebasse, c'est un exemple que je donne. Et lorsqu'on prend Donald Trump, et c'est difficile d'apprécier ce qu'il fait, mais je pense que lui-même, il nous convie à la responsabilité. Et on voit les expulsions qui sont engagées aux États-Unis. Je ne sais pas si elles seront actées. Il y a 100 Béninois et 102 Béninois. Peut-être qu'on a quand même des ingénieurs. On peut être ingénieur et ne pas avoir les papiers là-bas. Donc ça peut être bénéfique. On peut être un professeur occasionnel et ne pas avoir les papiers. Je pense que ce retour doit être bénéfique pour notre pays. Ou soit on doit traduire ça comme un bénéfice pour notre pays. Et tout ça, c'est quelque chose qui permet aux Africains de prendre le destin de leur continent à main. Alors, taxer Donald Trump peut-être de raciste et tout, bon, il y a des Noirs américains là-bas, mais il veut nous permettre de faire face à nos responsabilités, que nos dirigeants nous donnent l'occasion de travailler pour le rayonnement de notre continent. Merci, cher invité. Nous tirons vers la fin de l'émission. Je voudrais vous demander concrètement quelle est la différence entre ce que prône Kémy Séba et ce panafricanisme rénové dont vous avez parlé tout au long de cette émission, afin qu'on puisse tirer leçon de ce qui se fait. Je pense que Kémy Séba, à un moment donné, avait une forte admiration pour le président Patrice Talon. On a des vidéos qui peuvent témoigner de cela, où il montrait que le président fait un travail colossal pour que le Bénin puisse se relever, pour que le Bénin puisse s'élever, pour que le Bénin puisse se révéler. Il fait un travail énorme par rapport à ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné. Je parlais tout à l'heure de panafricanisme opportuniste. Nous avons remarqué qu'il a commencé à vitrioler le président qui, en silence, continue de travailler. Ce que je veux demander, lorsqu'on parle de panafricanisme rénové, ce que je peux demander à Kémy Séba, est-ce qu'un panafricaniste aime les routes? Est-ce qu'un panafricanisme aime la matérialisation de la dématérialisation qui nous fait gagner du temps dans nos administrations? Est-ce qu'un panafricaniste aime la lutte contre la corruption? Est-ce qu'un panafricanisme, en définitive, est là pour développer son pays en offrant des infrastructures de base pour favoriser des services de base? Voilà, un certain nombre de questions. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je suis en train, comme dirait Martin Luther King, I have a dream. Je suis en train de rêver pour que le Bénin devienne encore l'étoile en Afrique et dans le monde du panafricanisme intelligent, du panafricanisme stratégique, du panafricanisme pragmatique que le président Patrice Talon est en train d'implanter dans notre pays. Aujourd'hui, il subit beaucoup d'adversités, mais c'est lorsque le fruit est beau
lorsque le fruit est mûr que les pierres l'assomment. Alors nous comprenons qu'il est sur le bon chemin et nous l'encourageons. Notre soutien est indéfectible et infaillible. Merci, M. Jussanyoro, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur le panafricanisme rénové. Merci. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour le prochain numéro. À bientôt.